Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir le public, bonsoir, merci à vous, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Backseat, très heureux de vous retrouver cette semaine chers amis pour la dernière émission de la première saison de Backseat. Bonsoir tout le monde, on va passer 2h30 ensemble pour cette émission, toujours avec les meilleurs, ça fait trop plaisir de vous avoir. En plus ce soir on a le grand chelem, ça fait trop plaisir, on est avec Sacha, salut Sacha. Tu m'appelles pas Adèle ce soir? Non, je vais essayer d'éviter. Trop cool. Ça fait bonsoir, plaisir de te voir. Bah moi aussi, ça faisait longtemps. Ça roule depuis 15 jours? Ouais, très bien, très bien. Cool. T'es venu avec ton chien, Scott? Je suis venu avec Scott, Est-ce qu'il fera un passage sur le qui est plateau en backstage. S'il fait pas trop le con, avec grand Ouais, parce que plaisir. ça a été compliqué jusque-là. si vous entendez un chien aboyer à un moment, c'est Scott qui aboie depuis les coulisses. Donc voilà. Et ben ça fera plaisir qu'il nous fasse un petit coucou en tout cas. Adèle aussi du coup, salut Adèle. Et ouais. Ça Elles roule sont là toutes les deux. Batman et Robin. Tu peux montrer ton pull Adèle s'il te plaît, il est magnifique. Ah oui. Ouais. Un chef c'est fait pour le chef. Quand tu crois plus en rien, il faut revenir au basique. Il vient d'où ce pull? C'est un... Écoute, c'était une petite collection qui avait été faite en 2017. Mais ça a été fait par une boutique en ligne pour rigoler ou ça a été en magasin qu'il pouvait... Mais oui, Jean, il n'y avait pas vraiment des gens qui voulaient qu'ils se présentent. Je sais pas. Il y en a qui y croient fait, toujours. C'est compliqué ce soir. Pas vraiment en forme, tu vois. Oui, il était toujours là, mais On était était sur la pas fin, au top. mais en revanche, c'était... Enfin, tu vois, et en dessous, il y a écrit un chef fait pour cheffer. Chef pour cheffer, parce que c'était... T'aurais pu le faire avec parce que 5 c'est minutes lui. douche comprise quand même. Exactement, Ça aurait été un peu plus plusieurs disruptif. versions, mais, 40 ans de vie C'est vrai politique, que il en a c'est dit des conneries. je me suis dit, c'est le jour ou jamais. Exactement. Et ben ça fait plaisir de t'avoir en tout cas Adèle. Léa, comment ça va? Mais fort bien. Depuis 15 jours, tout se passe bien pour toi? Écoute, oui, RS. T'as accordé ton mascara avec ta chemise? Je viens de J'ai fait le ça, voir, je ouais. viens de Alors, percuter. c'est pas C'est du de mascara, c'est du l'eyeliner. wet liner. C'est très beau. C'est trop technique pour moi. Mais d'accord, je sais, mais je t'en offrirai. je note. Désolé. Non, je suis plus désolé de faire une remarque sur ton maquillage. C'est vraiment pas le truc. C'est vrai que c'est gênant. C'est un peu gênant. Non, non, je m'en fous. On Non, enchaîne. non. Bah, nous, on Ouais, va faire ouais. des s'en fout, remarques sur ouais. ta coiffure, hein, Oh. t'inquiète pas. C'est vrai, tu lui as fait Bah, le c'est pull, l'autre c'est le clair. maquillage. Tu m'as dit que ma coiffure. Bah, attends, ça ça va allait, tomber sur toi, On t'inquiète. parle de tes trop de motifs là. On t'a pas dit motif sur motif, c'est pas la French Ouais, touch ça. alors avant Mais attends, l'émission, mais c'est j'ai le demandé à t-shirt Jean de- s'il allait garder la chemise ou le t-shirt Bah et il ouais. m'a dit les deux. T-shirt. Donc, ça y est, donc je vais me faire bolosser toute la soirée. C'est ça le projet. On en est là. Ah bah, C'est possible, potentiellement, ouais. ouais. Eh ben, ça fait plaisir. Non, mais c'est le t-shirt de Speedon pour Médecins du Monde. Trop beau, On a c'est donné super. de l'argent, tout ça, le jeu vidéo, Mister MV et tout. Et Mais donc, tu peux enlever la chemise, il fait chaud en plus. Mais non, mais je l'aime bien. En plus, je viens de l'acheter. Putain, vous faites chier. Oui, putain, ça t'avais pas commence, l'information, Sacha, mais... Chez Carrefour, du coup. Non. Je te fais des Je te donnerai les bonnes adresses. Ah. Usul, comment tu vas? Bah alors moi j'étais parti sur une veste un peu comme ça, tu vois. Puis après j'avais un pins, oui, un badge, le STJV. badge. Ah, c'est le syndicat des jeux vidéo. des travailleurs du jeu vidéo. J'étais parti sur une veste un peu comme ça, puis j'avais un t-shirt avec un peu des motifs, et je me suis dit non, pas motif, parce que rien que la veste c'est déjà un peu chargé, vaut mieux mettre un truc clair. Non, mais t'es sobre. Et quoi. toi tu as éclaté tous les codes, Mais Voilà, c'est notre bon. caution, c'est notre caution motif ce C'est soir. mon émission, je fais ce que je veux. Non mais très bien. C'est marrant que vous abordiez la question mode parce que c'est une partie de ma carte blanche, vous verrez. Oh, incroyable. Bon, et ben Et écoute, ça très vous bien. concerne. Oula. Et ça nous concerne? Ah ouais. Ah merde, t'as pas... Oh non, putain, That's d'accord, rough. ok. Au programme ce soir dans Backseat, les amis, on va parler des sujets de la semaine, enfin du sujet de la semaine, évidemment, les législatives qui commencent dimanche. On va recevoir l'invité de la semaine cette semaine, c'est Jean Massier qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Putain, trop Sur le plateau stylé. de Backseat. Incroyable. Ça va être Il lunaire. est dur à avoir, hein. Ouais, non, il a été Ah, ouais. chiant J'ai jusqu'au essayé bout. plusieurs fois. Bah, surtout le sur jeudi des soir parce partenariats. qu'il a backseat du coup. Ouais, non, il était pas dispo et tout. Mais du coup, ça me fait super plaisir qu'il ait accepté de Facile. venir. C'est quelqu'un qui n'est pas très branché politique, je crois. Non, non, en donc, plus, Ah, c'est Alors, surtout il y a quand même fashion moyen. lui. on- Ouais. Influenceur lifestyle, évidemment. Ensuite, on aura le quiz à la con, évidemment. Ce sera le dernier quiz à la con, donc on va regarder les scores. Il n'y a pas un truc où on parle de l'actualité d'abord? Mais si, je l'ai dit, les Ah, sujets. putain, les j'ai législatives. oublié. Concentre-toi sur ce que je Ah, dis. ouais, On a fait 35 désolée. émissions. Je- Et en deuxième partie d'émission, on n'a pas d'invité politique cette semaine parce que bon, ça cassait les couilles. En fait, on s'est dit laisse tomber. On va passer la deuxième partie de l'émission à débriefer ensemble cette première saison de Backseat. Et puis voilà. Et Puis on va- vous a mis de côté des extraits des moments qu'on a bien aimés, tu vois. Bah ouais, on a, Faut on a teaser mis ça des parce que extraits. c'est le truc qu'on a On a bossé. travaillé quoi pour C'est le truc préparer qu'on a- cette c'est vrai que c'est émission. le truc que vous avez bossé, donc voilà, on va Voilà. regarder des extraits et puis on va se remémorer des super bons souvenirs parce qu'elle claque cette émission. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Et puis il y a Gaspard qui vient, non? Ouais, Tu l'as Gaspard dit vient en deuxième partie parce que Adèle va devoir partir Eh oui. en deuxième partie et Gaspard nous fait l'amitié de dire bah ouais let's go, je suis chaud pour revenir Voilà. en deuxième partie, donc ça fait plaisir. Ça fait c'est cool. plaisir. Trop bien. C'est parti pour les sujets de la semaine, on y va tout de suite. Feu. Alors,
Dans les sujets de la semaine, chers amis, on voulait parler évidemment des élections législatives. Le premier tour des élections, c'est ce dimanche. Ça va voter sec. Et l'enjeu. Oula. Enfin, justement, Ça va voter sec. on va en parler. On va en parler justement de ces élections. C'est une nouvelle nuance politique. Sachant que SEC. Socialiste, écologiste et SEC. citoyen, c'est l'ancien nom Allez du Parti socialiste. C'est l'ancien nom du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Ouais. SEC. Non, SRC. ça marchait bien. Non, c'était Socialiste au républicain Sénat. citoyen, Au Sénat, c'était non SRC. Ah, C'est c'était pas au au Sénat Je Là, sais maintenant, plus, moi ils j'en sont sais rien, écolos. tu sais, la politique c'est pas mon truc. Du coup, On élection demandera à Jean Massier. législative, c'est un peu compliqué parce que moi je voulais commencer en disant si on regarde les sondages, il semblerait que, on vous le redit, les sondages sur les législatives c'est autrement plus compliqué que sur une élection présidentielle, très compliqué à prévoir, n'empêche que si on regarde l'évolution sur plusieurs semaines, on note une progression, pour ne pas dire une perce. Qu'est-ce que tu es en train de faire Qu'est-ce que tu fais Léa? Mais il fonctionne pas Ça va super être bien. long. Ah voilà. Mais il est brûlé. Mais il est pas. Effets spéciaux. Il est super décevant ce pistolet à bulles de merde. J'en avais un vachement mieux avant. Je peux Pardon. parler Ouais. Je me- Je voulais juste essayer pour voir. Non, si- bah merci Léa. Non, merci pour cette intervention. En fait, c'est les enfants de la télé ce soir. C'est pas Vraiment les vacciné. enfants du stream. Et donc du coup législative, si on regarde les évolutions sur les dernières semaines, mine de rien la NUPES est en progression Ouais. et même en passe d'éventuellement mettre en danger la majorité présidentielle qui risque de ne pas avoir la majorité absolue à l'issue de ces élections législatives. Et ça, ce serait une vraie nouveauté. Est-ce que vous y croyez, vous, au fait que Emmanuel Macron ne réussira pas à avoir plus de 289 députés ensemble? Non pas que la NUPES réussisse à eux seuls à avoir 289 députés, mais avec la division des voix avec la droite, l'extrême droite et la NUPES, peut-être que le président de la République va se retrouver sans majo. Qu'est-ce que vous en pensez, Adèle? Je pense qu'il. Ça lui ferait les pieds. Ouais. Ouais, il l'aurait Euh, pas volé. Hein. J'en pense que ça serait bien malin celui qui pourrait nous dire les résultats de l'élection maintenant, parce qu'il Ouais. y a quand même beaucoup de sondages qui sortent dans tous les sens. Et c'est un petit peu chaud, sachant que c'est une élection où quand même on nous annonce aussi dans un sondage, mais 46% de participation, Ce qui est très c'est-à-dire peu. qu'un des plus faibles taux de participation. Pour vous donner un ordre d'idée, en 78, c'était plus de 80%. Le taux de participation des gens aux élections législatives. Oui, mais c'était avant le quinquennat. Donc c'est un moment où les élections législatives avaient un enjeu différent parce que tu pouvais obtenir une alternance en cours de mandat, en cours de septennat, mais il y avait cet enjeu-là qui politisait un peu plus législative. Une des raisons pour lesquelles C'est on vrai. s'en fout de législative, c'est C'est vrai que parce c'est que un peu dépolitisé, effectivement. on l'a dépolitisé à cause de la présidentielle. Alors c'est toujours aussi important, mais le fait que ce soit dans la foulée, il y a plein de gens, et je peux pas leur en vouloir, qui se disent que c'est bon, on a voté au présidentiel, c'est quoi cette histoire d'élection encore, c'est bon, c'est fait quoi. Donc, C'est vrai. On perd encore 3 points quand même par rapport à 2017 apparemment. mais Donc, tu Mais parles, oui. je pense qu'on 2017, c'est mesure quoi, mal. 52? Mais au même 2% titre que d'abstention, tu peux pas prévoir les Non. résultats, tu Eh peux ben, pas tu peux pas prévoir le prévoir taux le taux d'abstention en d'abstention. amont non plus. Quoi. On Donc, mesure mal la mobilisation des gens de gauche. De la Tu même penses manière que il est Mélenchon qui était foutu à 5 points de ce qu'il a eu à la présidentielle finalement. Oui, c'est vrai. C'est qu'en fait on avait sous-estimé la participation d'un bon nombre de gens qu'on avait vu vite fait en se disant les sondeurs disaient on n'est pas sûr qu'ils aillent voter, on va partir du principe que non. ouais, c'est vrai. Voilà, et puis finalement ils y sont allés. Bon là quand même c'est la campagne législative la plus intéressante qu'a jamais fait Mélenchon, c'est pas sa première depuis qu'il s'est barré du Ah PS, ouais, c'est vraiment. sa troisième. Pareil. Donc c'est la plus intéressante. Je pense qu'il y aura une surmobilisation aussi de son électorat, non pas par rapport à l'électorat de Macron, mais au moins par rapport à d'habitude. C'est pour ça que l'hypothèse je pense qu'il y aura une grosse démobilisation à l'extrême droite, mais de la ouais, gauche non, c'est pas je suis dit. d'accord Pareil, avec tu ça. risques de sous-estimer de la même manière qu'on Ben fait ouais. l'erreur de sous-estimer. Enfin, tu vois, c'est toi-même qui l'as dit sur ce plateau. On a sous-estimé l'ampleur du vote extrême droite en Oui, France. puis à là la l'extrême droite présidentielle. on l'a surestimé au régional. Mais, elle a Mais dit- de Oui, 10 c'est vrai. points parfois Mm. en Occitanie notamment. mais pour abonder dans le sens d'Usul aussi, ils font pas campagne, le RN. Mais oui. Non. Non, c'est Nation- vrai. Nationalement, Marine alors Le que Pen c'est fait vrai campagne que pour elle-même, la- et puis c'est tout quoi. Ouais, non, Et ils en- sont dans les ouais, rangs, gentiment, Sacha. quoi. Non, je suis complètement d'accord. Mais je pense que pour suivre ce que disait Usul, je pense que la gauche va être sur la lancée un peu de la présidentielle en se disant on a montré qu'on pouvait réaliser des scores assez lourds à la présidentielle. Continuons sur cette lancée justement pour les législatives et pour montrer qu'on peut être un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale qui pèsera quoi. C'est ce qu'on avait dit effectivement après le premier tour sur ce plateau. La France insoumise, une défaite au goût de victoire qui effectivement mobilise aussi l'électorat en se disant on a fait vachement bien quand même malgré tout au premier tour. Ne nous arrêtons pas là. Le deuxième tour a enchanté personne et là on veut réenchanter le premier tour des législatives. Donc je suis d'accord sur le fait que l'électorat NUPES semble être vouloir envie d'y aller. Juste sur ce que je disais tout à l'heure, on parle de la dernière vague Ipsos pour Le Monde
qui est tombé hier et qui donne la République en marche, enfin ensemble, pardon, à 300 sièges max. Donc peut-être avec une obligation de composer avec les Républicains. Ce qui serait d'une ironie extrêmement intéressante, c'est-à-dire que d'être obligé de faire une coalition avec les Républicains, après les avoir flingués, à un moment où, on en parlait un peu en antenne avec toi Usul, sur les Républicains vont peut-être se retrouver dans une position dans laquelle ils n'ont pas envie de se retrouver, c'est-à-dire dos au mur, à être forcés de faire un choix. Est-ce qu'on bosse avec Macron ou est-ce qu'on se met dans une opposition frontale? Mais ouais, pour parler justement des Républicains, ils sont à 11% dans le dernier sondage que tu citais. Ouais. C'est quand même la dégringolade. Là, vraiment, c'est quand même le principal groupe d'opposition aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Sans députés. Qui du coup se retrouverait avec... c'est quoi les projections là Allez. En vrai, elle était bien. J'avoue. Avec genre, je sais pas, peut-être une trentaine ou une soixantaine de députés grand max, ce qui fait pas lourd, quoi. Ouais, 30 à 55 députés. C'est que dalle. Ça pique, C'est absolument que dalle. C'est pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, quoi. Je veux dire, ce camp-là qui se retrouve aussi bas, on l'avait déjà dit pour Pécresse. Le PS va être sauvé grâce à l'accord NUPES. Ouais, a priori. Et LR, ils vont être sauvés par rien du tout. Ils vont se faire rien du tout. On verra, n'empêche que le petit nombre de députés LR pourra quand même se retrouver faiseur de roi au bout du bout. Et ça, ce sera intéressant parce que la 5e République n'a pas été pensée pour ça. Et ça va être intéressant. Il y a quand même déjà eu des votes de premier tour, c'est les Français de l'étranger. Dans la circonscription des Français de l'étranger, on a eu des premiers votes avec des premiers résultats de premier tour qui confirment ce que je vous disais sur une progression de la NUPES, des scores non négligeables. Ils ont réussi à se maintenir au second tour dans quand même pas mal des circonscriptions des Français de l'étranger. Il y en a 12 de mémoire des députés français de l'étranger. 11, 11, il me semble. Ouais, j'ai pas 11 ça doit être ça. circonscriptions. Et donc ça a donné du coup des résultats assez... Ouais, 11, merci Sacha, merci le chat. Ça a donné des résultats intéressants. Emmanuel Valls a été battu chez les Français d'Espagne. Manuel Valls a été battu. C'est dommage. Mais alors juste, non mais parlons-en. Manuel Valls expulsé. Ça a fait réagir quand même beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui ont fait part de leur voix, de leur joie. À savoir Manuel Valls exclu de la vie politique française de fait, et ce qu'il va chercher à quand même jouer un rôle, ça va être quand même très compliqué pour lui. Qu'est-ce que ça nous dit ça, le fait que Manuel Valls n'ait pas réussi à convaincre les Français de l'étranger, même les Français de l'étranger, qui pourtant sont en électorat plutôt ensemble, Sur Manuel Valls ou sur la majorité présidentielle? Sur Manuel Valls. Je pense qu'il paye un peu tous ces égarements, entre guillemets, entre la vie politique française, la vie politique espagnole, la social-démocratie de François Hollande, puis son rapprochement avec Emmanuel Macron, et puis ce côté, je me positionne où je peux me positionner, après, intéressé ou pas. Hein, mais alors, il avait vécu une vraie vague de harcèlement, par contre, sur les réseaux sociaux. Ça, on peut pas dans aucun cas, c'est mérité, quoi, une vague de harcèlement telle qu'il a subi après sa défaite, quoi. Oui. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, pour moi, cette vague de harcèlement, en fait, Manuel Valls génère autour de sa personne, autour de sa figure, il cristallise, voilà, c'est ça, une tension et une haine extrêmement importante, notamment venue de la gauche. Et moi, je pense voir les sources de cette haine du côté de sa participation à l'élection présidentielle de 2017, lorsque, quand François Hollande a assumé de ne pas se représenter à l'élection présidentielle, c'est Manuel Valls qui a déclaré reprendre le flambeau du hollandisme. Il a fait une campagne à la primaire à l'époque des socialistes avec ce thème-là, et les électeurs socialistes l'ont dégagé, ont choisi Benoît Hamon, et lui a rejoint, du coup, a trahi sa promesse de soutenir le candidat pour rejoindre Emmanuel Macron. Et c'est dans ce geste-là qu'on a vu un Manuel Valls prendre sur lui la responsabilité de l'échec du quinquennat de François Hollande. Alors que François Hollande, lui, ne subit pas plus que ça les foudres de l'électorat. En même temps, il était chef de gouvernement. Donc il est normal qu'il ait une certaine responsabilité. Le président de la République, normalement. Le président de la République ayant fui devant, d'ailleurs il l'a regretté plus tard, devant l'obstacle, c'est Manuel Valls qui a pris l'obstacle. Mais on dirait que tu dis il prend pour les autres, là. Alors Ouais. que non, Il prend pour Hollande, il prend pour lui aussi. Il était Premier ministre, la loi travail, c'est lui. J'aime l'entreprise devant le MEDEF, c'est lui. Aucun marqueur de gauche dans son parcours, il n'y a que des marqueurs de droite, l'ordre, le marché, le machin. Et ensuite, il y a la trahison. Et ensuite, il va même trahir son propre pays en disant bon, allez, ciao Léna, je vais essayer l'Espagne. T'es un homme d'État, t'es censé assumer la nation, le machin, et tu te barres. Ça, je sais pas. Non, ça fait beaucoup de mec qui a pas de race en fait, mec qui n'a que sa carrière en tête, sa petite carrière, son petit truc, et qui a mal choisi sa famille politique. C'est un homme de droite qui s'est perdu à gauche, qui avait rien à foutre là. Et Hollande ne se représente pas nulle part. Enfin, tu vois, il n'est pas en train d'essayer de Mais oui, et s'accrocher justement, c'est comme il s'accroche qu'il prend sur lui.
Je pense qu'il prend à la place de Hollande, que Hollande bénéficie d'une espèce d'ancien président de la République, donc une espèce de mansuétude collective. Attends, pardon, mais pour cette élection, c'est quand même compliqué parce qu'il y avait un député élu, bien élu, qui se représentait et qui a été viré, on l'a désinvesti en lui disant ah non mec, t'y vas pas, parce qu'on va placer Valls, parce que c'est la Circo qui veut. Et le mec s'est quand même présenté, et d'ailleurs, comble de l'ironie, la majorité présidentielle soutient le candidat dissident au premier tour, désormais au deuxième tour, il le soutient comme le candidat officiel. Enfin, c'est quand même... c'est absurde. C'est quand même une situation compliquée. Donc, comment tu veux... Enfin, ça cristallise aussi, ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris une circonscription vide. Non, mais il essayait de virer un mec qui a dit mais attends, mais ça, c'est pas non plus un truc. Oui, mais ça, c'est pas un cas isolé, c'est le cas dans plein de je suis d'accord avec Adèle. En plus, il prend la place d'un mec qui était a priori qui plaisait un peu dans sa circo, que ça fonctionnait bien. Je veux dire, il arrivait en tête. Il n'a pas pris la place d'un mec qui faisait 4% ça, c'est des trucs assez courants d'investiture où tu vas placer des gens. Je veux dire, ça, on a des exemples similaires pour la NUPES, de parachutage, etc. Enfin, voilà, il y a plein de gens qui sont montés au créneau en disant non mais attends, qu'est-ce que tu fous là, c'est mon quartier. Mais vous vous rappelez qu'avant de partir à Barcelone, il avait été élu de justesse. De justesse député. Il a déjà lâché un mandat de député pour aller vivre pour aller faire ses quêtes annexes de son côté. Et les gens s'en rappellent un peu aussi de ça. On va aller lire et après il va faire quoi? Il va partir aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce qui d'ailleurs lui a valu une très mauvaise réputation au sein même de la République En Marche, où les députés En Marche voyaient d'un très mauvais œil le choix d'Emmanuel Macron, qui est un choix personnel, de lui avoir filé effectivement cette circonscription de Stéphane Vogetta en lui disant bah vas-y, on t'investit là-bas. Et c'est une gifle donc non seulement pour Manuel Valls, mais aussi je pense pour Emmanuel Macron. C'est que son propre électorat en Espagne en tout cas lui a dit non. En fait, non, non, on n'est pas d'accord. On ne va pas valider comme ça le choix du château d'envoyer Valls. Nous, on va continuer avec Vogetta, qui en l'occurrence du coup est en tête, je crois, au second tour, et qui a, je pense, beaucoup de chances d'être élu. Après, on verra. Mais lui, il doit être bien content. Mais ça servira peut-être de leçon à Emmanuel Macron et qu'on arrête de placer des noms, entre guillemets, dans des circonscriptions. Alors, ok, Manuel Valls a des affinités avec l'Espagne, avec Barcelone, etc. Mais arrêtons de placer, de parachuter, entre guillemets, des gens parce que c'est des noms et qu'ils ont fait dans d'anciens gouvernements. C'est quand il aurait pu faire une fusion avec Gogeta, là, je sais pas quoi. Allez hop, ça c'est fait. Ça c'est bon, elle est gratos. Tu l'as vu dans le chat en plus, celle-là. Non. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ouais. Évidemment, à chaque fois. Mais juste pour précision, c'est pas que l'Espagne, c'est le Portugal, Andorre et Monaco. Et Monaco, qu'on embrasse évidemment. Mais donc du coup, ça dit aussi quelque chose, justement, ce rejet du parachutage. On sait que les Français détestent les parachutages de plus en plus. Ça n'a pas été le cas toujours. Il y a une époque où ça passait crème. Maintenant, de moins en moins. Et Emmanuel Macron, justement, qui en 2017 proposait un renouvellement, proposait la société civile, etc. Les électeurs étaient très sensibles à ça, ces électeurs, ceux de Macron. Et là, le parachutage de Valls, c'est l'anti-renouvellement. C'est vraiment le message inverse. On vous envoie un ancien Premier ministre qui, en plus, effectivement, comme tu l'as dit, s'est barré, a fait ses aventures. On a l'impression que ses propres électeurs répondent à Macron non, on veut rester à la promesse initiale de renouvellement, de société civile, etc. Et donc ça dit aussi quelque chose, et peut-être que c'est une leçon pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, de son côté, est en train, je pense, de payer cher son absence totale depuis le second tour de la présidentielle. On en avait parlé sur ce plateau. Il est où Macron? Non, on n'avait pas parlé sur ce plateau. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'il fout? Il dit pas grand-chose, il fait rien, la campagne se passe sans lui. Et je pense que ça commence à coûter cher pour lui. On le voit dans certains sondages. Son électorat est quand même un peu perdu, quoi. J'ai lu qu'il voulait faire un discours remobilisateur comme Giscard en 78. C'était quoi ce discours de Giscard? J'en sais rien. Apparemment, un truc qui lui a permis de ne pas perdre les législatives parce qu'il y avait le danger de la gauche à ce moment-là. Il a fait un truc un peu voté pour le bon sens parce que la France, faut pas qu'elle parte trop en couille. Vous voyez bien, la gauche, c'est dangereux. Et Giscard avait fait un truc comme ça. Apparemment, c'est l'inspiration. J'ai dû voir ça dans le Canard enchaîné. Apparemment, c'est l'inspiration qu'il a là. Il est chaud. Il va nous faire un discours. Alors, c'est aujourd'hui ou demain, je sais plus, ou hier. Je sais pas. Je sais pas. Moi, ça m'a pas marqué. Bon, en tout cas, Sacha, elle est embourbée cette campagne En Marche. Ah oui. Gaillac. Ah oui, non. Macron a réagi il y a 2 jours. Hier, il était à Clichy, si je ne dis pas de bêtises, et aujourd'hui dans le Tarn. Mais c'est vrai que depuis la nomination du nouveau gouvernement et d'Elisabeth Borne, on ne l'avait pas vu. Après, je pense qu'elle patine pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'Elisabeth Borne, elle n'arrive pas à imprimer sa patte, entre guillemets, et qu'elle passe toujours pour une techno, et qu'en plus, elle a des petites phrases. Ce qu'elle a dit hier ce qu'elle a dit hier à une personne handicapée, du genre traverse la rue pour trouver du travail, je pense que ça passe pas, c'est pas passé. Il y a aussi eu les affaires d'Amir Abad, l'affaire du Stade de France, qui ont pas mal cristallisé aussi autour de Darmanin, autour des membres du gouvernement et tout. Et la campagne est en soi, à mon sens, pas terrible. Ils ont raison de faire de...
Vous arrêtez avec ce truc à bulles là. Ça fait pchit. C'est le cas de le dire. Je sais plus ce que je disais du coup. Sur pourquoi est-ce que ça patine cette campagne Pourquoi en est-ce que marche ça patine La campagne, elle est assez éclatée au sol. En plus, je trouve que les mots utilisés sont assez violents. Alors, je suis pas d'accord avec le programme économique de Mélenchon, mais je veux dire quand Gabriel Attal nous parle de ruine du pays, de guillotine fiscale, enfin. Combattaient sur le terrain des idées. Après, ils ont raison de cibler le principal adversaire, qui est finalement Jean-Luc Mélenchon. Oui, qu'ils ont désigné, effectivement. Voilà, je veux dire, en fait, ce qu'il a fait avec Le Pen pour la présidentielle, il est en train de faire la même avec Mélenchon sur les législatives. D'un autre côté, il n'a pas tort. On peut pas leur reprocher de combattre, entre guillemets, de faire campagne contre la NUPES. On raconte n'importe quoi, on n'est pas obligé de raconter n'importe quoi. J'ai entendu deux économistes libéraux invités à France Inter pour commenter le programme de la NUPES. Bon, les deux, c'est des économistes libéraux, donc évidemment, ils disent « c'est peut-être pas le moment exactement de faire ça, faut faire attention ». Mais ils disent par contre, c'est vrai que ce que dit le gouvernement, c'est un peu exagéré, alors que c'était deux libéraux, tu vois. Donc là, ils sont vraiment partis dans le grand n'importe quoi. Mais ça, justement, le fait qu'Emmanuel Macron, sérieux aussi, le fait qu'Emmanuel Macron cible directement Jean-Luc Mélenchon, le fait que le gouvernement ait fait de Jean-Luc Mélenchon l'homme à abattre de ce premier tour des élections législatives, paradoxalement, ça rend service à Jean-Luc Mélenchon. Ça le positionne là où il aurait rêvé d'être pendant la présidentielle, c'est-à-dire en premier opposant. Exactement. De fait, Emmanuel Macron est en train de comprendre, voire d'accepter la réalité politique de ce pays, qui est que Jean-Luc Mélenchon est son premier opposant. Et ça, en fait, Jean-Luc Mélenchon, ça lui donne un boost énorme. Ça donne d'autant plus envie à son électorat de se mobiliser, parce qu'on sent un enjeu. Sur pourquoi la campagne de LRM patine, c'est aussi une histoire de récit. Je veux dire, le récit LRM 2022, on va intégrer la société civile, on va renouveler les codes de la politique, le récit de 2017, qui avait mobilisé. Les gens y croyaient, ils étaient là, ouais, on veut de nouvelles têtes, on veut une nouvelle offre politique, on veut voir des gens différents à l'Assemblée nationale, on veut faire de la politique différemment. Et là, il y a une note de Paula Forteza, qui est donc députée des Français de l'étranger pour l'Amérique latine, sortante, qui a décidé de ne pas se représenter, qui était LREM et qui a quitté la République En Marche en 2018 à peu près, qui a sorti une note assez intéressante à l'Institut Montaigne et qui analyse en fait cet échec du renouvellement politique et de la promesse d'Emmanuel Macron que de faire de la politique différemment. D'ailleurs, elle dresse aussi, elle a fait une étude très très précise de toutes les investitures dans tous les partis politiques d'ailleurs, NUPES, LREM, Ensemble, etc. Et il en ressort que cette année, Ensemble présente seulement 9% de candidats issus de la société civile. 50% d'entre eux sont du coup des personnes qui sont déjà en place, qui sont des députés sortants. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, les nouvelles têtes, c'est-à-dire la société civile, comme il l'entendait en tout cas en 2017, c'est seulement 9%. Donc la promesse est un peu essoufflée en fait. Cette promesse de renouvellement, cette promesse de dire il faut faire de la politique différemment, il ne faut pas cumuler les mandats, il ne faut pas rester trop longtemps en politique, il faut faire de la place. En fait, ils sont en train de tomber dans les travers assez classiques d'un parti politique classique. La promesse, le récit n'est plus le même, ne fonctionne plus. Et c'est aussi pour ça que ça se voit. C'est-à-dire de deux choses. Mais ceci dit, les mecs qui ont été élus et qui venaient de la société civile il y a 5 ans et qui ont envie de rester députés, c'est pas non plus un abus dingue de se dire je commence à comprendre comment fonctionne. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais c'était pas la promesse de la République En Marche en fait en 2017. Non, ils n'avaient pas promis de tous les changer en 2022. Non, bien sûr que non, mais il y avait cette promesse de renouvellement qui finalement s'essouffle quand tu continues à avoir les mêmes de deux choses une, est-ce que ce renouvellement c'était une arnaque, ils n'y ont jamais cru? Moi je pense pas. Ou est-ce que en fait c'est impossible de renouveler? Est-ce que c'est aussi notre système politique? Moi je pense qu'ils y ont cru avec sincérité. Ça me rappelle exactement la création d'Europe Écologie Les Verts au début des années 2010. On va faire de la politique autrement, on va travailler avec le monde associatif et les politiques. Bon 2 mois plus tard en fait tu te rappelles que faire de la politique c'est faire des listes de candidats à des élections. J'ai une thèse. Vas-y Jules. Le renouvellement à cette époque-là ça pouvait être vu comme faisons entrer donc la société civile mais pas n'importe laquelle, on a bien vu laquelle c'était, c'est-à-dire faisons entrer des cadres, des professions libérales, au front un petit bol d'air à la bourgeoisie et aux classes dirigeantes, un petit bol d'air avec d'autres bourgeois qui rentrent, des nouveaux qui n'étaient pas en politique. C'était ça le renouvellement. Il y avait pas que, c'est pas comme ça que c'était présenté, mais... oui, mais c'était ça l'idée de faire rentrer des nouveaux cadres, des nouveaux visages. Oui, mais des nouveaux visages bourgeois. Mais pas que, non, mais pas si, que. Alors ça a été observé par contre. Ça, pour le coup, les chercheurs qui ont travaillé sur les nouveaux députés, pour se présenter. Bah oui, mais ils ont été choisis, ils ont envoyé un CV. Ensuite, oui, c'était un choix sur CV. Très peu d'accidents de gens qui viendraient d'un peu trop en bas, quoi. Donc non, vraiment ça, pour le coup, ça a été mesuré, etc. Est-ce que tu penses que les gens d'un peu trop en bas, comme tu les appelles, se sont présentés?
J'en sais rien, mais ça. Non, mais c'est une bonne question aussi de savoir. Le plafond de verre aussi, tu vois, la question de se poser, est-ce qu'on se sent légitime pour aller en politique quand on n'a pas les codes, quand on n'a pas le background culturel, etc. Non, mais bien sûr, mais c'est pas la question que je voulais poser. C'était en gros à l'époque, ils renouvellent un petit peu les cadres en réinsufflant un peu de sang neuf. Pourquoi ? Mais parce que Macron n'a pas de troupes, il n'a pas le choix, c'est même pas idéologique. Alors c'est en partie idéologique dans le sens on fait rentrer un peu l'entreprise dans l'Assemblée en prenant des gens qui viennent juste de l'entreprise, qui en sortent à peine et qui vont peut-être éventuellement y retourner. Donc il y a un peu de ça, un peu de sang neuf. Donc c'est pour ça que je disais des nouveaux bourgeois. Mais Macron a de toute façon pas de troupes, il pouvait quasiment pas faire autrement. Là maintenant, Macron incarne l'ordre. Il n'a plus besoin de faire des gesticulations comme ça. Macron, c'est l'ordre, donc une bourgeoisie stable cette fois-ci, qui attire plutôt à elle ceux qu'elle n'avait pas réussi à avoir la première fois, quoi. Et donc on consolide un truc qui est, voilà, on a le parti de l'extrême droite, le parti du mouvement et le parti de l'ordre. Il y a des gens qui font remarquer que c'est pas propre à la République en marche, le fait d'avoir des profils sociologiques de catégorie supérieure qui se présentent aux élections. C'est une déformation de notre système politique d'une manière générale qui n'est pas propre à l'REM, même si eux l'assument peut-être un peu plus. Et c'est moins bien assumé du côté de la NUPES, mais c'est aussi réel. Et donc c'était pas le renouvellement pour le renouvellement déjà à l'époque, et aujourd'hui il n'y a plus besoin de cet artifice. Sur le renouvellement des pratiques, on a quand même eu un grand discours d'Emmanuel Macron, une interview dans la presse quotidienne régionale où il a proposé la création d'un Conseil national de la refondation au contour relativement flou, dans lequel il veut faire rentrer en gros les corps intermédiaires, ceux qu'il a beaucoup oubliés au cours de son premier quinquennat, ce qui lui a été beaucoup reproché. On se souvient des élus locaux avec lesquels il s'est rabiboché au moment du Covid, parce que on s'est tous rendu compte que heureusement que les maires sont là pour gérer quand même ce pays de manière concrète un peu quotidiennement. Et là Emmanuel Macron souhaite, mais en fait c'est ça, je pense qu'il veut renouveler le CESE mais le dépasser très largement en faisant rentrer l'intégralité des forces vives de la nation, mais pas que le CESE, aussi des citoyens tirés au sort, aussi les forces politiques, et il veut les faire travailler sur des... Alors c'est encore un peu flou, il veut les faire travailler sur des chantiers et les faire bosser aussi sur la réforme institutionnelle. Ça, Emmanuel Macron l'avait annoncé au cours de la campagne présidentielle. La réforme institutionnelle s'est pété les dents sur des oppositions politiques, impossible de réunir une majorité 3/5 au Congrès. Donc je veux travailler collectivement, trouver un consensus avec les autres forces politiques pour éventuellement faire revenir par la petite porte le scrutin proportionnel. Ce Conseil national de la refondation, j'ai beaucoup de mal à en voir le contour, même si j'en comprends la philosophie. Je me demande si ça fait pas partie de ces effets d'annonce de campagne. Mais en même temps, qui ça séduit, enfin, tu vois, oui, c'est ça, c'est le renouvellement du... la réconciliation avec son électorat qui souhaitait du renouvellement par la méthode. Bon, est-ce que ça marchera pour son électorat ? Peut-être, je sais pas. Mais son électorat est déjà acquis, on s'en fout. Il faut mobiliser, non, c'est pas le sujet. Oui, c'est vrai, il faut mobiliser et il faut aussi s'assurer que ce soit bien assis, quoi. C'est pas faux. Est-ce que son électorat se mobilise sur la question de la refondation de je sais pas quoi si c'est une promesse qui les a séduites en 2017, comme on le disait, et qui ne sont pas retrouvés. Non, mais moi je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de Macron qui justement lui en veulent d'être devenu trop vertical, d'être devenu trop président de la 5e à la papa. Et qui, au sein de sa majorité même. Au sein de sa majorité, il y a des députés qui critiquent ça. Alors jamais devant des micros. Non, mais en off, beaucoup. Ah, mais en off, oui. Ou alors ils se cassent et ils font des notes comme Paula Forteza. Autre camp politique, le RN est complètement dans les ronces. Mais alors vraiment complètement dans les ronces. Ça avait commencé de manière hyper bizarre quand Marine Le Pen avait dit « Ne soyons pas dupes, je ne serai jamais Premier ministre, on n'aura jamais de majorité ». Ce qui est une très mauvaise manière de rentrer dans une campagne électorale. Bon, ok. Incapable de se mettre d'accord avec Reconquête pour présenter des candidats en commun. Et donc du coup, voilà, l'extrême droite divisée. Ça, c'est fait exprès, ça. C'est fait exprès, mais ils vont en payer le prix, tu vois. Oui, mais ils sont prêts. Ils sont prêts à payer le prix pour couler. Pour couler Reconquête. Ils sont à droite, ils sont chauds. L'extrême droite, c'est pas de pitié, même entre eux. Les cadres du RN font campagne dans les circonscriptions dans lesquelles Reconquête présente des candidats, donc à Saint-Tropez, là où il y a. Mais c'est très bien si les fachos sont pas unis, moi ça me va. Mais il y a aussi un problème de répartition territoriale pour le Rassemblement national, parce que sur les députés qu'ils ont réussi à faire élire en 2017, il y en a 5 qui viennent du Nord, et ils n'ont jamais réussi à en faire élire ailleurs. On se souvient qu'au régional, ils avaient commencé à avoir des vues du côté de la région PACA. En croisant les doigts pour la choper à Muselier. Ils n'ont pas réussi, ce qui a été une grosse déception pour eux, mais il y a aussi un enjeu de représentation territoriale pour le Rassemblement national qui marche jamais bien dans les centres-villes, ça on le sait, et qui dans les zones rurales, ils se retrouvent concurrencés par une droite plus classique, parfois plus conservatrice, ou même par une gauche modérée, et ils n'ont jamais réussi à se faire élire. Donc ça, à mon avis, c'est aussi un challenge pour Marine Le Pen de parvenir à faire élire des députés, ou alors à défaut de les faire élire, à faire des bons scores aussi dans des zones dans lesquelles ils n'arrivent pas à faire élire qui que ce soit, même au municipal, c'est toujours galère pour eux. Donc il y a cet enjeu-là pour l'extrême droite. Je ne sais pas ce que Reconquête ambitionne.
Je sais pas, je pense que déjà, ils ont un peu galéré pour trouver des candidats à mettre dans les circonscriptions. Enfin, tu vois, ils en ont pas tant que ça. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Je sais pas si vous avez lu vos professions de foi, si vous les avez reçues par la poste. Mais c'est assez drôle, parce que moi, dans ma circonscription, le candidat Reconquête, il n'y a pas son nom, il n'y a rien. C'est le même flyer pour tout le monde. C'est... Éric Zemmour, Pelletier, Marion Maréchal, Pelletier et je sais plus qui, qui sont en tête. Après, désolé la régie, en tête du document. Et ensuite, tu as juste ton bulletin avec le nom du mec. Mais tu n'as pas de photo, tu n'as pas de signature. Ça se trouve, il est méga moche, t'en sais rien. Mais en fait, ce que je trouve et alors ça, je peux dire, c'est un argument. Est-ce qu'il met des chemises à motifs avec des t-shirts à motifs? Tu vois, il y a des informations importantes à connaître. Parce que tu voterais pour ça, toi? Évidemment. Moi, j'aime la disruption. Mais non, mais du coup, c'est intéressant parce que c'est-à-dire que normalement, une élection législative, à nouveau, même si on dit que c'est une élection nationale, tu votes quand même pour un mec, pour un bonhomme sur son territoire, qui parle avec les gens du territoire. Enfin, c'est quand même très lié aux gens. Ou pas. Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est un peu le paradoxe des élections législatives. Autant le municipal, je serais d'accord avec toi, les régionales aussi sans doute. Autant les législatives, c'est paradoxal parce qu'on a conscience d'envoyer quelqu'un siéger dans une institution nationale. Je sais pas. Peut-être que je me trompe, mais je pense que l'argument de la proximité n'est pas un argument qui séduit tant que ça les gens. Pas sur les législatives, effectivement. Je sais pas, je dis ça. J'en sais rien. Il y a peut-être des gens parmi vous. Peut-être qu'il y en a. Est-ce que c'est important pour vous le chat? Est-ce que c'est important pour vous que votre député soit sur la place du marché depuis des années, qui connaissent le tissu associatif local? Franchement, dans les régions, Paris les gars. Et les grandes villes. Bah ouais. Peut-être. Tu vois la différence, vraiment. Moi, j'en ai pas plein. Monsieur le député, c'est important. Le député est venu, le député est passé dans la boutique. Que le député soit du coin. Je sais pas. C'est vachement important. Il peut être parachuté. S'il est bien parachuté, s'il l'a fait intelligemment et qu'il est très présent, ça marche aussi très bien. C'est pas forcément un problème. Ouais. Puis mais il est là, c'est vrai. Il y a une aura, ils ont quand même un petit capital politique local. Ils participent quand même de temps en temps à des petits trucs locaux, des petites kermesses, des petites inaugurations. On fait venir le député. Et le rôle, parfois, les candidats eux-mêmes entretiennent le flou. Moi, hier, j'étais avec un candidat dans mon coin, Raphaël Arnaud, et il y a un mec qui est venu le voir pour lui dire Raphaël, si t'es élu pour le foot en salle, comment on fait? Et lui, il a fait, mais attends, t'as pas compris, député, je vais à l'Assemblée, mec. J'ai pas le temps de faire des trucs de foot en salle du coin. Lui, il lui a expliqué honnêtement, tu vois. Mais tout le monde fait pas ça. Tu peux tout à fait dire, oui, bien sûr, on verra le foot en salle. Oui. Elle est où ta salle déjà? Ouais. T'inquiète pas, des subventions. Ça va pleuvoir. Usul, par ailleurs, le député, il a de l'influence. Il va appeler le maire qui peut déclencher le financement de. S'il est de même camp que lui. S'il est du même camp, mais parfois, s'ils ne sont pas du même camp, ils ont peut-être d'autres intérêts communs et ça peut faire partie d'un deal. Non, Audemars, t'as raison. Ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, si, pendant des années, les gens, ils amenaient leurs contraventions à leurs députés et leurs sénateurs pour les faire sauter, tu vois. Il n'y a plus la réserve parlementaire. Il n'y a plus la réserve parlementaire. La réserve parlementaire qui était, pour ceux qui ne connaissent pas, une petite somme d'argent que les députés pouvaient... Une bonne somme, hein. Mais c'était quelques milliers d'euros que les députés avaient la possibilité de distribuer à discrétion à des assos locales ou à des collectivités pour, en gros, filer un coup de main pour boucler un budget d'une assos ou pour refaire le toit de l'école, etc. Voilà, c'était un peu la foire au clientélisme. 120 000 euros par an, c'est pas une petite somme. Dans une circo, c'est pas gigantesque par rapport à ce que distribuent les mairies, les conseils régionaux et tout, mais c'était un coup de main. C'est une petite asso qui fait de la bibliothèque ambulante entre 4 villages. 120 000 cas, ouais. Le chat est méga divisé sur la question qu'on soulevait tout à l'heure sur l'importance que ton député soit du coin ou pas. Il y a une légère majorité qui est plutôt pour, mais il y en a aussi qui disent non, pas plus important que ça, ce qui compte c'est qu'il aille voter les bonnes lois. J'ai l'impression qu'il y a un rapport aussi qui a un peu changé par rapport à ça, par rapport à l'ancrage territorial, notamment avec l'émergence de nouveaux partis comme La République En Marche, etc. C'est vrai que pendant longtemps, on considérait que c'était un peu les barons locaux qui finalement... Et aussi en raison de la loi cumul des mandats, qui à mon avis a quand même changé pas mal de choses, parce que souvent la loi cumul des mandats faisait que tu avais quand même une implantation en plus territoriale dans ton conseil municipal ou que sais-je, départemental, député maire. Voilà. Donc il y avait quand même, je pense que c'est aussi le cumul des mandats qui a peut-être changé la perception de cet ancrage très local, très territorial. Quand et si bien que là, par exemple, il y a un article du Monde qui est assez intéressant précisément sur la sociologie des électeurs et qui dit, par exemple, sur l'union NUPES, la majeure partie s'en tape en fait de qui c'est. Ils sont là, NUPES, Mélenchon Premier ministre, vas-y, c'est le voisin, c'est un mec qui vient de Paris. Apparemment, d'après encore des sondages, ils disent que ça a plutôt peu d'importance. C'est que même l'étiquette initiale du parti, c'est-à-dire LFI, ELV ou PS,
n'a pas d'importance. C'est NUPES qui compte. C'est fou quand même. Ah bah comme quoi ça marche. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine évolution par rapport à ça à suivre. Et aux législatives, les étiquettes de parti, c'est un petit peu une grosse blague, parce que tous les candidats ne l'affichent pas de la même façon, ne montrent pas tous ce qu'ils sont. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est pour ça que c'est à la fois tout à fait juste ce que tu dis, et c'est sans doute en mutation, mais c'est aussi tout à fait faux, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui disent attends, moi je bats la campagne sur cette circonscription depuis 10 ans, les mecs me connaissent, ils vont voter pour moi, en fait je vais mettre un tout petit, que je suis de la majorité présidentielle, je pense qu'ils ont pas besoin de le savoir. Ça c'est des évolutions qu'on voit en fonction des partis, effectivement, où il y a des gens qui assument pas trop le logo, ou à d'autres moments qui l'assument beaucoup plus en le mettant en gros, et c'est vrai que le V de la NUPES, c'est un truc que évidemment les candidats NUPES mettent en très gros sur leur bulletin de vote et tout, et ils ont raison de le faire parce que c'est ça que veulent les gens. Alors sur d'autres élections, effectivement, c'est une question de tactique et c'est pas absurde. Adèle, t'as regardé toi les ministres candidats? On a quand même un petit paquet de ministres candidats. J'ai bossé de ouf, ils sont hyper nombreux. C'est infernal. Comment ils sont? Il y a des ballottages et tout, ils sont dans la merde. Ballottage dans les sondages, puisque il y a encore eu les premiers tours de les élections. Donc ils sont 15. Non, de ce qui se dit dans les sondages, il y en a 5 qu'il faut avoir à l'œil à peu près. C'est Montchalin. Transition écologique. Voilà, qui est dans l'Essonne et qui est face à Jérôme Gage, qui est ancien président du conseil départemental. Et retrouvé Mélenchon, du coup. Jérôme Gage. Personnalité locale. Grosse personnalité locale qui est devenu député parce qu'il était suppléant de François Lamy, qui était devenu ministre Lamy, à la ville. C'est la loi Lamy, donc oui, c'était la ville. Oui. Pardon, excusez-moi, la politique de la ville. Et donc, c'est plutôt une circonscription à gauche. Ouais. Là, j'avais noté, tu vois, genre 57% en 2012. Mais la REM en 2017 fait 61%. Mais parce qu'à l'époque, on pouvait encore penser que la REM, c'était de la gauche aussi. Elle est dure, du coup, la circo. Elle est assez dure. Et donc, c'est un gros défi. T'imagines, tu perds ta ministre de la Transition écologique parce que, qui est quand même un peu un des sujets importants. En tout cas pour la gauche. Ça va, elle s'intéresse à l'écologie depuis un mois, donc bon. Et elle avait tout raflé, effectivement, en 2017, mais lui, il n'était pas passé à 300 voix près face à la candidate UDI, Jérôme Gage. Donc il y a de fortes chances, 300 voix, c'est vraiment très très peu. Donc il y a de fortes chances qu'elle lui fasse face, et dans ces cas-là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour elle. Il y a qui d'autre, du coup, comme ministre Donc dans les ministres un peu importants comme ça, on a Bourguignon aussi, qui est un petit peu dans le Pas-de-Calais. Brigitte Bourguignon, nouvelle ministre des Affaires sociales et de la Santé. Solidarité Santé, pardon. Petit sujet aussi. Elle n'a pas grand-chose à gérer avec les hôpitaux en ce moment, ça se passe plutôt très bien. Elle est arrivée en 2012, elle succédait à Jack Lang. Et donc en 2017, elle a été réélue avec la REM, mais toujours avec son ancrage. Elle est où, Bourguignon? Elle vient du PS. Ouais. C'est ça. Ah, elle avait succédé à Jack Lang, mais dans la ville de Blois. Dans le Pas-de-Calais, dans la circonscription. Ah d'accord, dans le Pas-de-Calais. Ok, d'accord, autant pour moi. Et elle se présente avec l'étiquette Territoire de progrès. Donc les gauches de la majorité présidentielle. Donc que personne connaît, c'est ça qui est marrant. Du coup, je pense qu'elle va beaucoup miser, elle, sur le fait qu'elle est une personnalité de gauche dans une circonscription de gauche. Et peut-être qu'elle va faire partie des gens qui vont mettre en tout petit le logo majorité présidentielle, mais enfin bon, elle est ministre. Il n'y a pas le visage de Macron en gros sur son affiche, quoi. Je sais pas s'il y a une obligation. Non, c'est obligé. Peut-être, je sais pas. Puis elle va commencer à être un peu identifiée par les personnels de santé, là, parce que vu que ça bouge en ce moment et qu'elle a commencé à dire je ne vous laisserai pas dire que l'hôpital est en faillite, je veux pas qu'on dise ça, je veux pas. Elle a énervé aussi les personnels de santé qui pourraient se passer le mot. Il y en a aussi dans son département. Puis elle a quand même été présidente de la commission des affaires sociales pendant 5 ans. Ouais. Si je me trompe pas. Alors ça, les présidences de commission, c'est très très invisible aux yeux du grand public. Oui, mais pas auprès des professionnels de santé. Ah non, ça pas du tout. Et puis, il y a, je vous invite, on n'en parle pas beaucoup, de Justine Bénin, ministre de la Mer. Mais elle est en Guadeloupe. Et pareil, elle vient, elle, du MoDem. Et elle avait tout raflé en 2017. Mais à l'époque, le RN ne faisait pas 69% en Guadeloupe sur la circonscription. Ah merde. Ah oui, donc elle est en ballottage par le RN. Ça peut être chaud à voir. Mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau qu'ils n'avaient pas. Quoi. Et Blanquer, il y en a qui demandent dans le chat. Blanquer n'est plus ministre, donc on peut en parler après. Oui, c'est vrai. Dans les ministres, il y a encore peut-être Guérini. J'ai pas compris, Blanquer, il se présente à Chantilly. Crème Chantilly. Je viens de comprendre, c'est bon, je l'ai. Elle est bonne, elle est validée. Validée. Vas-y, continue Adèle. Non, il y a Guérini aussi sur la 3e circo à Paris pour les Parisiens entre le 18e et le 17e arrondissement, qui est aussi une circo assez à gauche. Il est ministre de quoi pour ceux qui nous écoutent? Il est ministre de... Ah, c'est une excellente question. Attends, j'ai un... Qui? Guérini, il est ministre. Oui, de la fonction publique de la fonction publique. La transformation et de la fonction publique. Il a remplacé du SOPT.
c'est ça? Non, c'était au budget. Non, mais c'est au début, alors, pardon. Ah oui, au tout début. Il est ministre des télécommunications, je crois. Non, mais ça change et de l'email. Mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est vachement dur. Même les noms des ministères, ils changent. Oui, mais ça, c'est pour que tu aies l'impression. Bon, bref, donc il y a ça aussi à suivre. Et puis, on l'a reçu il n'y a pas longtemps. Clément Beaune. Ah, Clément Beaune, qui était notre invité. Facile tant que ça pour lui. Donc il est à Paris, lui. Voilà, lui, il est à Paris, dans la 7e circonscription, qui a un petit bout du 12, du 4 et du 11, je crois. Oui, ou du 10. Une grosse partie du 11. Non, il n'a pas le 10. Non, il n'y a pas le 10. C'est une seule circo. C'est boulevard Voltaire, quoi. Bref. Alors, il a la chance parce qu'il y a la 4. À gauche, après Leclerc. Tu vois la boulangerie. Bon, bah voilà, là, c'est fini, c'est plus la circo. Mais ça sera pas simple parce que Caroline Mécari, la candidate NUP, est très, très. Qui, pour le coup, est une avocate célèbre, Caroline Mécari. Et elle est solide dans la circo de Clément Beaune. Ok, d'accord. C'est une circo plutôt. Après, les autres, c'est à peu près tranquille. Véran quand même à checker parce que. Donc là, tu nous as donné les dangereuses pour le gouvernement. Vraiment les dangereuses pour le gouvernement. Et les autres, ça va vous plutôt. Checkez Véran, Abad, on va voir comment. Normalement, il est bien ancré dans sa circonscription. Oui, quand même. Mais on verra quelle va être la réaction de son électorat. Ce qui s'est passé, on va voir. Et Olivier Dussopt aussi. Parce que lui, pareil, il fait partie des mecs plutôt de gauche qui commencent dans des circonscriptions de gauche où on commence à dire mais attends, il n'est pas vraiment de gauche en fait. Je comprends pas pour qui je vote du coup. Là-bas, je votais socialiste. Voilà. Comment je me suis retrouvé là-dedans? Donc pour l'instant, ça passe. Voter pour un ministre de droite. Et puis il y a les petits Malinous, les Dupond-Moretti, les Le Maire qui ne se sont pas présentés, qui se sont dit on va être tranquille. Mais il s'est jamais présenté, Dupond-Moretti. Non, mais il aurait pu. Ah oui, d'accord. Pour sa première. Voilà. Dernier sujet, il y a la campagne est comme toutes les campagnes bousculée par des éléments d'actualité. Et là, ces derniers temps, l'actualité est notamment du côté de la police. On pense à ce qui s'est passé au Stade de France avec le match et les supporters, notamment de Liverpool. On pense à ce qui s'est passé à la gare de l'Est avec des gaz lacrymogènes pour disperser des voyageurs qui essaient de rentrer dans un train. On pense à cette jeune femme qui a été tuée il y a quelques jours seulement suite à un contrôle de police qui a mal tourné. Il se trouve que le sujet de la police est monté d'un cran aussi dans le débat dont on parlait tout à l'heure entre Mélenchon et Emmanuel Macron. Il a passé un cran, là, Jean-Luc Mélenchon, Usul. Ah, complètement, parce que j'avais fait une émission sur la candidature Poutou il y a déjà quelques mois, et à l'époque, tout le paysage médiatique tombait sur Philippe Poutou parce que Philippe Poutou avait dit la police tue. Et même le ministre de l'Intérieur avait menacé de le porter plainte, je me souviens. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, cette affaire est toujours en cours, on ne sait pas trop. Et la plainte n'a jamais été déposée, je crois. La plainte n'a jamais été déposée, je crois que c'est ça. C'est ce que nous disait Philippe Poutou sur ce plateau, j'attends toujours. C'était un syndicat qui demandait à peut-être qu'un syndicat a porté plainte, c'est possible. Et qui demandait à Darmanin de porter plainte. Et donc voilà, et là Jean-Luc a tweeté ça aussi. Donc on a passé un cran, il a voulu réimposer ce débat parce que de toute façon il y avait une séquence sur la police entre le Stade de France, la gare de l'Est, le maintien de l'ordre de manière générale, et là particulièrement l'usage des armes. Il y a eu l'affaire dans le 18e, c'est ça? Non, je sais plus où c'était. Là oui, c'est dans le 18e. C'est dans le 18e. Il a remis ce débat sur la place publique et évidemment on lui tombe dessus, mais cette fois-ci il a vraiment passé d'un cran, je trouve, le ton. Est-ce que ça risque pas de faire peur à un électorat modéré dont il a besoin? Je sais pas. Moi j'ai l'impression que ces questions-là sur faut-il une réforme de la police, faut-il qu'on revoie comme avait pu le faire Pierre Jox à l'époque, mettre un code de déontologie qui a sauté depuis. Donc voilà, qu'on redonne un peu des règles, qu'on refixe un peu. C'est ce qu'il disait pendant la campagne de la présidentielle, et je suis d'accord avec toi, mais dire la police tue, peut-être que ça s'en fout. C'est de la formule, mais je veux dire, le fond. Ça commence à devenir compliqué d'imaginer le Premier ministre. C'est un peu choc. C'est comme Élisez-moi Premier ministre. Enfin, je veux dire, on est sur la punchline. Non, c'est pas le même degré de violence, entre guillemets, mais je veux dire, c'est de la punchline. Oui, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le fond. Le fond, c'est une réforme. Est-ce qu'on s'attaque à ce problème-là? Est-ce que c'est un problème ou est-ce que ça n'en est pas un? Parce que quand Valls dit il y a deux gauches irréconciliables, d'un côté, il y a islam, laïcité, machin, mais toujours le soutien aux flics. Systématiquement, soutien aux flics, etc. Et l'autre gauche, qui elle est plutôt sur, franchement, c'est aller un peu loin là, vos rappels à l'ordre permanents, y compris, vous avez un peu trop lâché la bride à la police. C'était ça aussi les deux gauches irréconciliables de Valls. Et or, la gauche qui dit, il va falloir qu'on se repenche sur ce problème-là de ce qu'on a accordé à la police et est-ce qu'on arrive encore à tenir, ne serait-ce que ces syndicats? Est-ce que ces syndicats sont en état de nous menacer? Comment ils se sont survoltés là depuis 20 ans? Il va falloir se pencher sur le truc. Cette ligne-là, elle a fait 22% à la présidentielle. Donc à gauche, je considère le problème tranché. Derrière, j'imagine que lui se dit ça. Pardon, je ne suis pas Mélenchon. Ah bon? Eh bien, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et j'adjure qu'on m'écoute.
Donc voilà, je pense que cette ligne, elle est majoritaire à gauche. Elle a fait voter, y compris des gens qui étaient éloignés des urnes, qui eux voient très concrètement le problème que peut composer, que peut être la police, cette police-là en tout cas, y compris dans leur vie ou dans ce qu'ils craignent pour leurs gamins. C'est un élément mobilisateur de son camp. Ça, c'est absolument certain. À voir si ça l'empêche pas d'avoir. Et en même temps, vu que le PS fait partie de la Nupes, bon, oui, la gauche modérée, qu'est-ce qu'elle a comme choix en fait, pas grand-chose. Voilà, en tout cas, après la police tue. Bah oui, de fait, la police tue. Voilà. Oui, mais donc après, les bourgeois peuvent faire les choquer, mais c'est pas une question de bourgeoisie. Non, je suis d'accord, c'est pas une question de bourgeoisie. C'est une question de projection. C'est jamais une question de bourgeoisie. Mais si, c'est une question de bourgeoisie. Le taux de policing. La police, c'est une institution bourgeoise. Oui, mais je veux dire, reconnaître qu'il y a des violences policières, c'est pas une question des policiers. Non, mais c'est une institution qui permet de maintenir l'ordre établi. De maintenir l'ordre bourgeois. Oui, je connais la théorie. Bourgeois, juste l'ordre en fait. Arrêtez de mettre bourgeois. Oui, sauf que l'ordre dominant aujourd'hui, c'est un ordre relativement bourgeois, capitaliste. Relativement, c'est bourgeois, point barre. C'est la classe dominante. On vit dans un monde capitaliste. Oui, tout à fait. Effectivement. Et la justice, et la police, pardon, et la justice. Putain, j'ai fait un lapsus. Non, la remise en cause de l'ordre établi, tout ça, la base de la gauche. Non, mais je connais. On a le droit aussi de se dire, se poser les questions, mais c'est comme dire comment faire pour que les hommes arrêtent de violer. C'est une phrase choc. Les femmes, non, les hommes. Exactement. Oui, j'ai dit les hommes, j'ai pas dit les femmes. J'ai compris, les femmes arrêtent de violer. Non, j'ai dit les hommes. Ça existe aussi. Comment faire ça c'était dans ta tête. Comment faire pour que les hommes arrêtent de violer? C'est une phrase choc, mais c'est une phrase qui permet de se dire bon, ok, oui, c'est une phrase qui choque, c'est une phrase qui n'est pas vraie pour tout le monde, not all men, machin, ok. Mais au moins, ça permet de poser le débat. Alors oui, parfois, il faut poser des débats. Et la question de la police qui tue, la police qui est armée, la police qui finalement sort un peu de sa mission d'intérêt général, parfois même pour, encore une fois, réécouter ce podcast d'Arte Radio sur le maintien de l'ordre, justement, le racisme systémique dans les institutions de la police, le fait que les mecs sont en train de s'organiser pour... Et il faut le dire aussi, quand même, s'armer est en train de parler de guerre raciale. On en est là, quand même. C'est super flippant. Oui, il y en a beaucoup, malheureusement. Donc, je pense que c'est une question qu'il faut vraiment qu'on prenne à bras-le-corps. Sacha. Mais juste si on en revient à la question de base et de l'électorat modéré ou de gens qui, par exemple, sont pas ultra branchés politiques et suivent la législative d'un peu de loin, s'ils voient Mélenchon, s'ils se disent est-ce que je suis tenté ou pas, et que tu vois un mec dire la police tue, alors que eux, c'est pas du tout... ça peut freiner, je pense. Ça peut freiner un certain électorat, quand même, un peu modéré. Je sais pas, il a dit pire d'un gris, Mélenchon. Franchement, il a dit pire, Il a dit des trucs où même moi j'étais choqué des fois. C'était avant de le projeter dans le poste de Premier ministre. On va passer à la séquence suivante, les amis. On va passer des cartes blanches. C'est parti pour les cartes blanches. Merci beaucoup le public, merci à vous, vous êtes formidables. Les cartes blanches, comme chaque semaine, mes chroniqueurs et chroniqueuses avaient la possibilité de venir nous parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Vous êtes nombreux ce soir, donc on va y aller. Qui c'est qui veut commencer? Dites-moi. Qui a envie de carte blanche? Vas-y Usul, vas-y, carte blanche. Moi je vais vous conseiller une appli que j'utilise très souvent. Tinder. Tinder, c'était ça, Parce que Deliveroo, on n'y croyait pas trop. Uber, ça s'appelle Uber, c'est vachement bien. T'as une bagnole qui arrive, c'est vachement bien. J'imagine que c'est pas une appli de running. Je propose qu'on laisse Jules parler. Non, je propose que je vous laisse faire vos blagues de merde. Si vous en avez pour 10 minutes à imaginer les applis. Non, mais c'était une bonne ouverture, vous pouviez y aller. Il y avait plein de trucs. Je pense même que vous auriez pu trouver mieux. Enfin bon. Bref. C'est l'appli Radio France. Le fucking boomer, quoi. T'es sérieux? C'est comme Pleuse. Ah oui, Pleuse. Oh punaise. Mais pour la radio. Et elle est vachement bien cette appli. Alors, c'est vraiment pas mal. Regardez, je clique. Excuse-moi, Jules, tu peux nous rappeler ton âge, s'il te plaît? Et voilà, j'ai sélectionné mes podcasts et tout. Et alors ce matin, il y avait, ce qui est intéressant, j'ai écouté un podcast de France Q sur les élections législatives en région PACA. Là, ça fait 3-4 semaines qu'ils nous ont fait la Bretagne. Et en général, tu as toute la rédaction de Radio France, de France Q, qui s'est décalée, alors soit en Bretagne, soit dans les Hauts-de-France, en Occitanie. Et là, cette semaine, c'était en région PACA.
pour interroger les enjeux régionaux, les enjeux politiques locaux. Donc là, l'émission de ce matin, enfin de d'hier matin, je crois, elle parlait de la droite en PACA, de ses tendances, etc. Ensuite, il y avait le temps du débat qui était aussi là-bas, qui se passait aussi là-bas. Vraiment des émissions de qualité que je vous encourage vraiment à écouter. Et j'espère que ça pourra vivre longtemps, ça, Radio France. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais ils voudraient nous fusionner. Radio France, France Télé, France Musique, tout ce que tu veux, tout ça dans un seul truc, France 24, enfin machin. Ça fait longtemps que c'est un projet qui a été ressorti par le Sénat. Alors, on fusionne tout. Pas à budget constant, parce que l'idée c'est quand même de faire des économies d'échelle. Donc on fusionne, on coupe parce que n'y a pas besoin que s'il y a un standard, c'est mieux que si on emploie 20 standardistes dans 4 standards différents. Donc on fusionne tout. Et puis on va mettre le budget directement sous, parce que vous savez, vous n'aimez pas payer la redevance. Bon, très bien, vous ne paierez plus la redevance. Ça va être directement le budget de l'État maintenant. C'est en tout cas le projet qui est à l'étude. C'est la proposition d'Emmanuel Macron. Vous voyez bien la différence entre un service public de l'audiovisuel qui a ses propres ressources, c'est-à-dire qui perçoit la redevance, qui a ses propres ressources, qui peut dire nous on va faire ci, nous on va faire ça, et un service public qui attend que l'État lui dise combien il a le droit cette année, que Bercy tranche ou ne tranche pas. Vous voyez à quel point le service public perd en indépendance avec ce genre de réforme. Moi, c'est là-dessus que je voulais alerter aujourd'hui. Intéressez-vous à ce truc-là, parce que Macron, s'il passe, c'est ce genre de métamorphose auquel on va avoir le droit. Il est déjà passé, Macron. Oui. S'il a une chambre basse oui, je vois ce que tu veux dire. Sa botte. Et voilà, parce que alors pour l'extrême droite, c'était simple, ils voulaient le supprimer purement et simplement. Privatiser même. Privatiser. Mais oui. Donc c'est une proposition effectivement d'Emmanuel Macron de supprimer la redevance. Défendre les services publics, c'est aussi défendre France Télé, Radio France, et l'appli est très bien faite en plus, je trouve. Merci beaucoup Usul pour cette carte blanche. Tu utilises encore Facebook ou pas? Non, j'avoue. Okay. C'est pas grave, nous non plus. Qu'est-ce qui veut enchaîner, Sacha? Oui. Vas-y, Sacha. Oui, moi je peux. Ça va être très court. Moi, ma recommandation de la semaine, c'est un livre de Jean-François Hardy qui s'appelle La Riposte. Je sais pas si on voit bien. Jean-François Hardy est une ex-plume du ministère de l'écologie de 2019 à 2021, si je dis pas de bêtises. C'est son premier bouquin, et en fait, il nous décrit la France de 2030 et le monde de 2030, c'est-à-dire un monde où il fait très chaud, où il n'y a plus d'eau, où il n'y a plus de médicaments. Et c'est un roman, et il y a une petite histoire d'amour, c'est un peu sympa, tout ça, mais c'est très bien écrit, et c'est surtout extrêmement flippant. Il n'y a plus rien qui pousse, les gens se battent, vraiment... Est-ce qu'on a été grand remplacé? On n'a pas été grand remplacé. Non, il n'y a pas de grand remplacement. Non, c'est un truc écologique, en fait. Voilà, on est sur l'écologie. Tu nous le montres? C'est moins écolo. Tu nous le remontes, c'est aux éditions Plomb. Et c'est aux éditions Plomb. Et du coup, c'est très bien écrit en plus. Donc voilà, je vous le recommande à 100%, et pas besoin d'être de gauche pour aimer l'écologie et aimer ce sujet. Donc, merci beaucoup, Sacha, pour cette carte blanche et cette recommandation. Merci beaucoup pour ce livre, donc La Riposte, aux éditions du Plomb. Plomb, tout court. Adèle. J'enchaîne, parce que c'est le plomb. Moi, je suis embêtée parce que j'ai pas vraiment bossé ma carte blanche, parce que habituellement, j'essaie de faire des blagues. Quel connard. Précisément, parce que là, franchement, c'est du harcèlement, en fait. C'est facile de trouver des trucs drôles à dire quand on est un petit peu triste, qu'on a le cœur un peu lourd, tout ça. Et donc, ma carte blanche à moi, elle va être un petit peu plus classique cette fois-ci. C'est moi, je voulais mettre le projecteur sur une émission qui se déroule sur Twitch, une fois n'est pas coutume, qui parle d'actualité politique sous un format original, ludique et interactif, et qu'on peut retrouver sur la chaîne d'Hugo Décrypte. Alors... C'était immense. Bon, non, donc évidemment, on ne doit pas parler d'Hugo. Hugo, si tu nous regardes, on t'embrasse, t'es super, mais t'es pas le roi de la soirée. Alors moi, j'ai plutôt envie de parler de Backseat et de cette première saison de ouf. On a la même? Non, je pense pas. J'ai eu l'immense honneur et privilège. Non, mais on a tous envie de parler de Backseat aujourd'hui. Et donc, merci de m'avoir permis de vous rejoindre en janvier 2022. On a vécu... une campagne présidentielle, une primaire populaire, la disparition du Covid et du Parti socialiste. Il y avait beaucoup de choses. Sans parler de la guerre ou des ministres accusés de viol, dont on ne parle déjà plus. Parce que la priorité de la semaine, c'est le chargeur universel. Voilà, pouvoir utiliser son câble de Samsung pour l'iPhone de ta meuf, et c'est ça la cause du quinquennat. Donc grâce à vous les amis, grâce à toi Jean, j'ai eu la chance de rencontrer aussi plein d'invités passionnants avec lesquels je suis restée un petit peu en contact. Et ils m'ont laissé des messages quand ils ont appris que c'est la dernière émission.
Donc je vais vous les partager. Donc Cécile Duflot, c'était très court. Elle a dit la dernière de Backseat, j'aime ou j'aime pas. Clairement, j'aime pas. Adrien Quatennens m'a dit tu diras à Jean que comme promis, quand John Luc est Premier ministre, concert des insous-sols au Belouchis. Voilà. Alors speaking of Jean-Luc, j'ai reçu un vocal. Oh la vache. Je sais pas si on va réussir à l'entendre. Mets-le dans le micro, vas-y. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits, allez faire votre métier de policier. Backseat. C'est moi. Il y a des gros moyens, vous remarquerez, de production. Hein. Les effets spéciaux sont incroyables. Je pensais que je l'avais filé en régie, je pensais que ce serait plus fort, mais non. Pas grave. Beaucoup de demandes aussi. Au service objet trouvé de Backseat. Apparemment, plein de gens se demandent s'ils n'auraient pas perdu des trucs ici. Alors, Christiane Taubira cherche encore ses promesses de parrainage de février. Europe Écologie Les Verts aurait perdu Yannick Jadot. L'appel est lancé. Et Anne Hidalgo, un peu de sa dignité précisément, qui avait raison, Léa. Donc, si vous les retrouvez, appelez le 0800 730 730. Appel facturé 21 subs la minute. On cherche des solutions de financement. Merci. Si Valoche y est arrivé, pourquoi pas nous? Alors j'ai aussi été contactée par Manuel Valls lundi. Visiblement, son agenda s'était soudainement allégé. Il était candidat pour être chroniqueur. Sens du timing, hein, décidément, Manuel, quand ça veut pas, ça veut pas. Je pense c'est que lui pour ou ça moi, qu'il on est irréconciliables. Non, ça irait vachement bien sur le plateau. En règle générale, il candidate pas quand les gens s'en vont. Hein, il leur demande pas leur avis. Et enfin, j'ai reçu un message de Stanislas Guérini pour me dire qu'il connaissait Jean Massier personnellement et qu'à ce titre, il peut attester que c'est un honnête homme. Oh là là. Et il ajoute, je cite, Elle est dure celle-là. j'aurais bien voulu venir à Backseat, mais j'ai pas été invité, j'ai pas reçu le mail. Voilà. Peut-être il a pas lu son mail, on ne sait pas. C'est même pas vrai, on l'a invité. Ouais, les outils de communication moderne, c'est pas son truc. Alors, que mentir, je lui. voudrais finir avec un haïku dont seul Christophe Castaner a le secret. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le patron quand même, du groupe L'Arem à l'Assemblée nationale est un poète japonais. Et il publie beaucoup sur Instagram. Attention, je me lance. Oula. Oui. Moment de solennité. La fin de saison, mélancolie politique, bonheur sur Backseat. Voilà. Il aurait tellement pu l'écrire. Il aurait pu l'écrire. Donc, en vrai, moi, je suis méga deg, hein, qu'on s'arrête un peu en cours de route. On a vraiment partagé des moments incroyables. Et mon meilleur souvenir, parce que je ne serai pas là dans la suite de l'émission, c'est quand on a interviewé Emmanuel Macron à l'Élysée. Et je crois qu'on a les images qui doivent être envoyées par la régie, normalement. À nouveau, on a quand même des gros moyens. Il avait quel âge, Jules, sur la photo? T'as laissé Zera, il va être content. T'as laissé Zera juste au-dessus de ma tête. Ouais. Faudra nous l'envoyer cette photo. Hein. Elle est cadeau. Elle est incroyable. C'est une photo souvenir, hein. C'était tellement chouette ce moment. Oh là là. Merci Adèle pour cette carte blanche, c'était super, merci beaucoup. Merci à toi. Et oui, cette photo, le selfie original a été pris à l'Elysée la semaine dernière quand Emmanuel Macron a reçu le gratin de l'e-sport pour féliciter le jeu vidéal. Léa, on continue avec toi. Dernière carte blanche. Bon, du coup, c'est pas très original parce que moi aussi, je vais vous parler de Backseat, hein, je vous cache pas. Alors, pour cette dernière carte blanche, je la fais quand même. Hein. J'avais envie de vous parler d'une petite émission sur laquelle je suis tombée un peu randomly en surfant sur le web il y a quelques temps. J'ai littéralement bingé le truc. Un format assez surprenant où une bande de mecs et de meufs mi-nerds, mi-boomers parle de politique. Alors je vous dépeins un peu le truc quand même parce que ça vaut le détour. Je commence par le présentateur, bien sûr. Je vous décris, mais bon, voilà, c'est un cliché, hein, clairement. D'ailleurs, tous les intervenants et intervenantes sont des clichés sur pattes dans cette émission. Mais on y reviendra après. Donc notre présentateur, qu'est-ce qu'il fait ? Pour faire simple, le mec a décidé d'arrêter de se couper les cheveux. On va aller savoir pourquoi. Il est presque toujours en t-shirt, alors que bon, il est sur une trentaine quand même bien tapé. Typiquement le genre de mec qui ne veut pas vieillir, on le sent. Et il passe son temps à mansplainer la politique. Mais alors vraiment quoi, déjà parce que il se plaigne la politique, c'est son métier d'ailleurs. Il se plaigne la politique et comme c'est un mec, par conséquent, hop, il mansplaine la politique. Mais bon, je dois admettre que ses analyses sont pas si mal. Il mène plutôt bien les interviews par ailleurs. Paraît même qu'il a réconcilié des gens qui étaient éloignés de la politique et qui ne s'y intéressaient plus. Bon, ça, je demande encore à voir. Hein, voilà. Il vous fallait quand même pas grand-chose, les gars. Clairement. Passons aux chroniques heureuses maintenant.
Il y a un mec aux cheveux longs avec des lunettes. Oui, je sais, ça étonne encore que ça existe en 2022. Mais bon, voilà. Moi-même, j'étais surprise, mais il est là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans n'importe quel programme audiovisuel qui soit plutôt digne de ce nom, il faut toujours qu'il y ait un mec aux cheveux longs à lunettes. Et ce mec aux cheveux longs à lunettes, il est bougon. Et oui, il est toujours bougon. Il est bougon. Et il est bougon comme dans Silicon Valley. Le mec est bougon. Tu connais pas Guy Fawkes? Vous avez pas vu Silicon Valley? Non, je connais pas. J'ai pas la ref. Michel, c'est bien dommage. C'est mignon parce qu'il répond pas de manière bougonne du tout. Non, pas du tout, du coup, pas du tout. Non, mais t'inquiète, c'est pas fini pour toi. C'est quoi ton truc? Alors bon, le mec cheveux longs, il aime pas trop les gens de droite, il déteste, mais alors déteste les bourgeois, à tel point que si jamais il prononce pas une seule fois par émission, c'est la faute des bourgeois. Je pense qu'il canne, genre littéralement. J'ai aucun doute là-dessus. Pareil, niveau goût vestimentaire, je dois bien l'admettre que on est clairement plus proche de l'employé de sécu ou du prof de techno en ZEP que de Virgile Abloh. J'adore les profs, commencez pas dans le chat, clairement, mais bon, faut admettre que c'est rarement des pointures de mode. Oh la rafale. C'est Virgile Abloh. Oh la rafale. Ça doit être fait exprès. Voilà. Et pendant un temps, il y avait un blond aussi, un jeune du genre idéal, clairement, pas habillé en Cyrillus, mais pas loin. Il avait l'air trop gentil pour la politique. Il a même d'ailleurs eu une personnalité politique qui, en pleine émission, lui a dit qu'il voulait le frapper. Bref, je vous avais dit que c'était un format un peu chelou. Il est parti développer sa start-up normale du web parce que voilà. Ensuite, il a été remplacé par 2 meufs. Et là, je vais vous en parler des meufs. Allez, on y va. Je sais même pas par laquelle commencer tellement il y a des trucs à dire. Bon, je commence par la stand-upeuse. Celle qui sent l'humidité parce qu'elle passe trop de temps dans les caves des bars parisiens pour essayer de faire rire un public au bord de la dépression nerveuse. J'avais maté un peu son taf par curiosité naturellement sur Instagram et je suis tombée sur un spectacle, tenez-vous bien, où elle comparait ses ovaires à des œufs périmés. Imaginez un peu la gueule des gens dans le public, en train de siroter leur cocktail à 15 balles, dont la mousse est réalisée avec du blanc d'œuf. Et puis, il y a l'autre meuf, du coup, une journaliste sportive, MDR. Non, mais vraiment, quoi. Comme si le sport, c'était un truc sérieux pour en faire du journalisme. Bref, et vous vous demandez pourquoi elle est chroniqueuse sur une putain d'émission politique. On sait pas. Moi aussi, je ne sais pas. Du coup, je vois 2 options. 1, elle a couché avec le producteur. Oh non, putain. Ou 2, elle a passé l'entretien avec son clébard, qui est quand même vraiment super mignon. Oui. Donc ça, quoi qu'il en soit, elle est là. Et puis, la dernière dont je voulais vous parler, c'est la blonde, la féministe intersectionnelle. Alors ça, vraiment, la féminadie de service, la meuf obsédée, mais alors obsédée par les violences sexuelles et sexistes, à tel point qu'elle les ressort vraiment à toutes les sauces, à tous les invités politiques. À l'écouter, on aurait pu croire que c'était la grande cause du quinquennat. Alors que non, pas du tout, et on le sait toutes et tous, la grande cause du quinquennat, c'est la présomption d'innocence. Emmanuel Macron nous l'a rappelé il y a quelques jours. Bref, vous mélangez tout ça, ça vous donne un genre de temple du wokisme, où même Sarah El Haïry herself a essayé de forcer les portes, mais alors très fort, pour essayer d'y rentrer, mais heureusement ça n'a pas fonctionné. Vraiment, et je peux vous dire qu'elle a poussé très fort, vraiment. Elle m'a même contacté en DM, c'est dire. Mais franchement, qu'est-ce que c'était bien. On s'y attachait à ces gens malgré leurs défauts. Je dis, bon, c'était parce que faute de moyens suffisants, l'émission n'a pas pu continuer. Et puis on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Bon, moi j'aurais préféré que ça n'ait pas de fin. Je voulais juste vous dire à quel point je suis heureuse, émue. Je voulais aussi vous remercier toutes et tous, Jean pour ta confiance, Usul pour les poils de mémé qui restent collés sur mes vêtements après chaque émission, Sacha pour ton rire, Adèle pour me faire rire. Et puis... Mais ouais, c'est pas sa meuf. C'est son chat. Et puis la régie, parce que la régie, quoi. Bravo pour le taf de ouf. Sarah pour les tartes à la pomme. Bon, voilà. Vous qui nous regardez fidèlement chaque jeudi, qui nous interpellez sur les réseaux sociaux, parfois mettre dans la rue pour dire à quel point notre taf est important. Merci et vive la République. Merci beaucoup, Léa. Vive Léa. On va tout me casser, du coup. Merci beaucoup Léa, merci à vous pour vos cartes blanches. Une fois n'est pas coutume, on est en retard sur le planning, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Excuse-nous, t'as une carte blanche ou, non, j'ai ou pas une carte fois blanche. n'est pas coutume, t'as pas de carte Non, blanche? mais moi je bosse pas pour cette émission. Ça m'arrive d'en avoir de temps en temps. Ouais. Je me dis tiens, il y a des trucs et tout. Mais là non, j'ai pas carte blanche. Ma carte blanche, c'est que je pars bientôt en vacances et ça me fait plaisir. Très bien. Mais je serai toujours là. Je vais continuer à streamer en vacances. Je vous raconterai. Chers amis, comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission une personnalité d'internet qui vient répondre à nous.